Bonsoir, bienvenue dans le débat de France 24, un débat auquel vous pouvez participer via les réseaux sociaux. Un carnage au Pakistan, au moins 141 personnes, en majorité des enfants, ont été tués dans une école de Peshawar, dans le nord-ouest du pays. 6 hommes se sont introduits dans une école où étaient scolarisés des enfants de hauts responsables militaires et ils ont tiré. Ils ont tué ces enfants de sang-froid. L'assaut a duré 7 heures. L'attaque a été revendiquée par les talibans du TTP. Alors pourquoi cette attaque? Qui est ce groupe? Pourquoi Pakistanais et Américains n'arrivent-ils pas à mettre fin à cette rébellion dans le nord-ouest du pays? Eh bien, on va en parler ce soir avec nos invités, avec vous, Jean-Luc Racine. Bonsoir, vous êtes directeur de recherche au CNRS, vice-président du think tank Asia Centre. Avec nous, Didier Chaudet, bonsoir. Vous êtes chercheur à l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Vous avez passé un an à Islamabad et vous êtes rentré en juin dernier. Gilles Boquera, bonsoir. Vous êtes chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique, spécialiste du Pakistan et de l'Inde. Et Olivier Weber, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes écrivain, vous êtes grand reporter, auteur de La Confession de Massoud et c'est aux éditions Flammarion. On va tout de suite partir, si vous le voulez bien, à Kaboul. Kaboul qui est la capitale de l'Afghanistan. On parlera justement de ces liens entre les talibans pakistanais et afghans. Claire Debuzer, bonsoir. Vous êtes la correspondante de France 24 à Kaboul donc. Claire, évidemment, vous avez suivi cette attaque à Peshawar. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la situation ce soir à Peshawar, les informations que vous avez à Kaboul? Eh bien, les Pakistanais sont très choqués, comme vous pouvez l'imaginer, après cette attaque de grande ampleur qui a principalement fait des enfants comme victimes. Il y a eu ce soir des veillées aux chandelles en solidarité avec les victimes dans plusieurs villes du pays, à Peshawar même, à Karachi, à Islamabad. Et le gouvernement a décrété 3 jours de deuil national. En fin de journée, alors que la nuit commençait à tomber sur Peshawar, les autorités ont déclaré que l'opération était bel et bien terminée. Les 6 terroristes ont été tués dans l'après-midi, puis l'armée a mis un peu de temps ensuite pour reprendre le contrôle complet de l'école. Il a fallu la nettoyer des engins explosifs que les talibans avaient disséminés un peu partout sur le site. Le bilan ce soir est de 141 morts, ce qui fait de cette attaque l'attentat le plus meurtrier de l'histoire du Pakistan. Claire, il y a des rumeurs qui circulent comme quoi les forces pakistanaises auraient bombardé le nord-Waziristan en représailles. Est-ce que vous avez eu vent de ces rumeurs? Alors effectivement, c'est ce qu'ont rapporté déjà certains médias pakistanais, qu'il y aurait eu une dizaine de bombardements suite à l'attaque cet après-midi. On ne connaît pas le bilan, le résultat de ces bombardements pour l'instant. Merci beaucoup, merci Claire Debuzer en direct de Kaboul, la capitale de l'Afghanistan. On va écouter, si vous le voulez bien, avant de commencer ce débat, le Premier ministre pakistanais Nawaz Sharif qui s'est rendu sur les lieux de cette attaque à Peshawar. Donc. Le gouvernement et l'armée mènent depuis juin une offensive dans le nord-Waziristan contre les talibans. Et les résultats sont bons. L'opération Zarb-e-Azb continuera jusqu'à ce que nous bannissions le terrorisme de notre pays. Et nous sommes également en contact avec le gouvernement afghan pour combattre ensemble le terrorisme. Jean-Luc Racine, le bilan est très lourd, on l'a dit, au moins 141 morts. C'est une attaque d'une rare violence, ce sont des enfants qui ont été tués d'une balle dans la tête. Les talibans qui ont frappé fort aujourd'hui. Quel est le message aux autorités pakistanaises? Quel est le message à la communauté internationale? Alors effectivement, c'est quelque chose, si j'ose dire, d'inédit, pas forcément par le nombre de victimes. Peshawar a connu un double attentat suicide à la bombe dans une église chrétienne en 2013, où il y avait eu 127 ou 128 morts. Mais là, la cible est évidemment toute différente. Ça renvoie évidemment à ce qu'était dans la vallée du Swat, d'où venait Malala, les attaques contre les écoles. Mais là, ce qui était visé, pas uniquement, mais essentiellement, c'était les écoles de filles. Ici, ce qui est visé, c'est au cœur du quartier de résidence des militaires, une école où il y a, pour l'essentiel, pas uniquement, mais pour l'essentiel, des enfants d'officiers. Il y a eu de multiples attaques contre les forces paramilitaires, contre les militaires. Il y a un certain nombre de paramilitaires faits prisonniers qui avaient été exécutés par les talibans il y a plusieurs mois. Mais là, on franchit une étape qui amène à se demander s'il y a un changement de tactique et surtout de quel groupe il s'agit.
Il semble, d'après le porte-parole, qu'il s'agisse du groupe majeur du TTP, comme ça a été signalé, parce que le TTP a connu des scissions importantes au fil des derniers mois, avec des groupes totalement opposés à toute tentative de négociation avec le gouvernement de Nawaz Sharif, et faisant d'une certaine façon allégeance au moins idéologique à l'État islamique. Or là, il semble, mais je crois qu'il faudra attendre qu'on ait des informations plus précises, que la revendication de ce massacre revienne du groupe majeur des talibans. Si c'est confirmé, ça veut dire qu'on hausse véritablement le niveau des représailles talibanes contre les attaques des militaires, contre les zones tribales, qui avaient commencé il y a de longue date, mais dont le noyau dur, le Nord-Waziristan, a été la cible des militaires de façon très lourde. C'est aviation, artillerie, c'est pas... Beaucoup de nombreux civils qui ont été tués lors de Oui, ces frappes et donc pakistanaises. c'est l'argument donné par le porte-parole des talibans en disant « vous massacrez nos femmes et nos enfants, nous massacrons les vôtres » d'une certaine façon. Didier Chaudet, c'est une attaque très préparée? Semble-t-il, maintenant, c'est vrai que quoi qu'il arrive, on attendait un retour de bâton après le début de l'attaque de l'armée en juin dans le Nord-Waziristan. Un combat qui a été extrêmement dur. Ce n'est qu'à la mi-novembre qu'on a entendu dire qu'à peu près 90% du Nord-Waziristan avait été repris. 200 millions de tonnes d'armes diverses et de bombes ont été retrouvées. Assez d'engins explosifs improvisés pour faire des attaques pendant 14 ans encore. Tout ça a été présenté par l'armée pakistanaise. Un gros ratio aussi d'officiers de l'armée pakistanaise qui sont morts au combat. Pour 12 soldats morts, vous aviez un officier qui était mort sur place. Tous les talibans savent tout cela. Ils savent que l'armée aussi a beaucoup poussé au ciblage du Nord-Waziristan, à la reprise du Nord-Waziristan. On a eu une situation assez inédite au début de cette année au Pakistan. On a vu l'armée pousser à l'action et les civils demander qu'on puisse discuter avec les talibans pakistanais. Deux approches différentes. Pour l'armée, il s'agissait de reprendre le Nord-Waziristan avant le départ des troupes de l'OTAN fin 2014. Donc il s'agit vraiment de cibler l'armée et de lancer un message clair à l'armée. On ne va pas vous lâcher, on va continuer à vous cibler, vous spécifiquement, en tant qu'institution pakistanaise. Un acte de représailles à cette opération menée depuis le printemps dernier dans le Nord-Waziristan. Gilles Bokera, est-ce que vous pensez que les autorités pakistanaises ont été réactives? Parce qu'il y avait quand même 6 assaillants, il y a plus de 140 morts. Est-ce qu'elles étaient préparées à une attaque de cette ampleur-là? Écoutez, Ou est-ce qu'elles ont été pris de court? C'était une cible facile. Généralement, jusqu'ici, le TTP s'attaquait surtout à des convois militaires, à des représentants de l'armée. Là, s'attaquant à une école, c'était totalement imprévu, finalement. Donc, il était difficile de prévoir un tel attentat aussi sanglant. Je voudrais revenir sur le TTP. C'est vrai que le TTP aujourd'hui n'est pas le TTP d'il y a un an. Notamment après la mort de son chef, Hakim al-Massoud, en novembre 2013, dans une attaque de drone américain. À la suite de ça, on a vu une division, des scissions au sein du TTP, comme ça a été évoqué. Un certain groupe, par exemple les Punjabi talibans, ont annoncé qu'ils ne cibleraient plus les forces de l'armée, mais qu'ils rentrait plutôt dans le jeu politique classique. On a les Massoud, donc, qui étaient à la direction du parti, du TTP avant, qui ont été marginalisés avec l'arrivée du Maulana Fazlullah à la tête du TTP, qui ont pris leur distance également. On a certains des membres des talibans, notamment ceux de l'agence de Mahmoud, qui ont créé un nouveau parti, le Jamatul Ahrar, qui a commis un attentat à la frontière no-pakistanaise début novembre, qui a fait 60 morts, aussi très sanglant, on n'a pas beaucoup parlé. Et puis il y a un groupe, notamment il y a l'ancien porte-parole du TTP, qui a fait scission et qui se revendique et a prêté allégeance maintenant à l'État islamique. Alors c'est un nouveau développement, effectivement, c'est l'entrée en jeu de l'État islamique au sein de cette mouvance talibane et les implications que cela peut avoir sur le futur. On va en reparler de toutes ces divisions au sein des talibans. Olivier Weber, je voudrais qu'on s'arrête, si vous voulez bien, un instant sur, vous qui connaissez bien l'Afghanistan aussi, sur ce Nord-Waziristan qui est donc frontalier avec l'Afghanistan. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette zone-là? Et qu'est-ce qu'on peut dire aussi de la ville de Peshawar? Est-ce que c'est une ville stratégique?
Alors Peshawar, effectivement, est une ville stratégique. On est aux portes des fameuses zones tribales qui ont été instaurées par le colonisateur britannique à la fin du 19e siècle. Et alors le Waziristan et surtout le Nord-Waziristan sont et ont été longtemps le fief, le bastion donc des talibans pakistanais, mais aussi des talibans afghans, avec une sorte de symbiose, je dirais, entre les deux mouvements. Il y a un lien, oui, entre ces deux mouvements, entre les talibans afghans et pakistanais. Bien sûr, des liens politiques. Il s'agit très souvent de Pashtuns et de Pathanes présents des deux côtés de la frontière, puis des liens financiers. On finance par différents trafics, l'opium et l'héroïne, spécialement du côté afghan, mais aussi par différents liens avec des notables locaux côté pakistanais, et même une sorte de parentèle économico-financière assez compliquée dans les villes pakistanaises. Je pense particulièrement à Karachi, où j'ai séjourné encore il y a quelques mois, une ville de 20 millions d'habitants dans ce pays qui est assez puissant, qui s'appelle le Pakistan, 200 millions d'habitants. Et on est dans un maquis informel où tout est possible, y compris avec ces milliers, on parle de 3 à 4 000 madrasas, des écoles coraniques qui ne sont pas toutes radicales, mais certaines le sont, et qui disposent donc d'outils financiers assez importants. Alors sur le côté Waziristan nord et sud, et sur l'impact de l'action militaire pakistanaise, c'est vrai que pour la première fois depuis longtemps, les Américains ont mis la pression sur les Pakistanais et cela a donné un résultat assez efficient, on va dire militairement parlant, puisque au printemps et surtout au mois de juin 2014 dernier, donc, les talibans ont subi de lourdes pertes du côté du Waziristan avec des centaines et des centaines de militants. Et là, il fallait s'attendre, il l'avait dit d'ailleurs à plusieurs reprises, il y aura des représailles. Il s'agissait donc de viser des cibles faciles. On peut s'attendre aussi à d'autres attaques aussi, sachant qu'il y a presque une fuite en avant de la part de ce mouvement. D'une part, c'est évoqué avec ces divisions internes. Deuxièmement, sur la question de l'allégeance ou pas avec Daesh, donc l'État islamique. Et puis troisièmement, parce qu'on est dans une guerre relativement moderne, on pense qu'on a affaire à un mouvement féodal. C'est vrai et c'est faux, parce que on continue d'attirer énormément de militants étrangers qui viennent combattre donc dans les zones tribales. On l'a bien vu aussi en Afghanistan. Donc on est dans on avait aussi le regard qui était un peu détourné, parce que vous parliez de l'organisation de l'État islamique, donc une partie d'une fraction en tout cas du TTP qui aurait prêté allégeance à l'organisation de l'État islamique. Et finalement aujourd'hui cette attaque rappelle qu'il y a encore des terroristes dans cette zone-là, parce que finalement on avait un peu perdu cette zone-là. On est braqué, on a les yeux braqués sur la Syrie, les yeux braqués sur l'Irak. On se dit Al-Qaïda aujourd'hui, finalement, c'est plus rien à côté de l'organisation de l'État islamique. Et finalement, cet attentat nous rappelle aujourd'hui qu'il y a aussi des terroristes dans cette zone il y a incontestablement, du Nord-Waziristan. Absolument, une fuite en avant. Deuxièmement, un effet médiatique. Troisièmement, contrairement à ce qu'a dit le porte-parole des talibans, du TTP, Khorasani, à savoir qu'il ne devait pas y avoir de victimes enfants. Bien sûr que si, cet attentat a été commis pour ex-ante, donc avant faire des victimes parmi les enfants, pas simplement parmi les adultes et les militaires et les gars, les tchéquidors donc de cette école. Donc on est dans une fuite en avant. On veut aussi marquer, si je puis dire, symboliquement le terrain politique. C'est-à-dire, grosso modo, une fuite en avant pour dire, nous, ce groupuscule dont on ne sait pas qui sera majoritaire demain au sein du TTP, veut marquer donc son territoire pour dire, nous prêtons ou non allégeance à Daesh, l'État islamique. Et là, on sait très bien qu'on est dans la barbarie absolue. Il n'y a plus aucun discernement, femmes, enfants, musulmans, pas musulmans, etc. L'État islamique l'a bien démontré. Donc, on est dans cette course en avant avec quand même des moyens considérables au Pakistan. Jean-Luc Racine, on parlait justement de ces combattants étrangers qui ont rejoint ces talibans dans le Nord-Waziristan. Qui les finance ? Ah, grande question. Ben oui, mais c'est toujours la question. C'est qui les finance ? D'abord, la première question, c'est combien sont-ils ? On ne sait pas combien sont-ils. Ce qu'on sait, c'est que pendant longtemps, l'armée pakistanaise a essayé de faire en sorte que les chefs tribaux montent d'une certaine façon au front pour aider à lutter contre les militants étrangers. Arabes, ouzbeks, une poignée de Ouïghours, etc. On entend dire aussi que parmi les assaillants de l'école de l'armée de Peshawar, certains parlaient arabe. C'est pas encore confirmé, mais ça fait partie des rumeurs, mais c'est une rumeur absolument classique. Donc ça. Le financement... moi, je ne sais pas ce qui se passe. Alors, effectivement, ça vient d'être dit, il y a des liens entre les talibans afghans et les talibans pakistanais. Il y a aussi un certain nombre de talibans pakistanais, dont leur chef actuel, Fazlullah, qui s'était illustré au SWAT dans les attaques d'écoles en 2007, 2008, 2009, qui est basé, lui, en Afghanistan. Donc l'argent circule, les stocks d'armes sont là, parfois de longue date. L'argent de la drogue, mais alors l'argent de la drogue afghane, là aussi, c'est une somme tellement considérable que personne ne sait véritablement ce que sont les circuits
de cet argent. Plus la tradition habituelle, la ligne Durand qui, sur les cartes, sépare l'Afghanistan du Pakistan, a toujours été en partie virtuelle. Il y a toujours eu des trafics. Ces trafics continuent. C'est une frontière donc extrêmement poreuse, en fait. C'est une frontière extrêmement poreuse, qui est d'ailleurs contestée entre les deux pays. Jamais l'Afghanistan n'a reconnu la ligne Durand comme étant une frontière officielle. C'est un des contentieux entre l'Afghanistan et le Pakistan. Donc, pour le moment, disons, la culture de mort qui a marqué l'accroissement des attentats, encore une nouvelle étape aujourd'hui. Mais on sent bien que c'est l'armée qui est visée, c'est l'armée qui, ça a été dit, contre les politiques qui voulaient tenter, y croyait-il, on peut en débattre, qui voulaient tenter une négociation. Le chef de l'armée, Raël Sharif, qui a été le premier à venir à Peshawar cet après-midi, était à Washington début décembre pour présenter son très bon bilan de la lutte contre les talibans. Les talibans, là, viennent de lui montrer que le bilan est peut-être bon de façon arithmétique, mais qu'ils existent toujours et que le combat n'est pas terminé. On va faire une petite pause, si vous voulez, le temps du rappel des titres, savoir quelles sont les revendications aujourd'hui des talibans, qu'est-ce qu'ils attendent, comment se fait-il que les forces pakistanaises et les Américains, parce que les Américains bombardent aussi avec leurs drones, le président Obama d'ailleurs a été suffisamment critiqué pour cela, et bien comment se fait-il qu'ils ne sont pas venus à bout de ces talibans? Et puis on rappelle quand même qu'il y a un retrait quand même des forces américaines d'Afghanistan, et est-ce que c'est pas une occasion aujourd'hui pour les talibans de reprendre de la vigueur et peut-être, pourquoi pas, peut-être un jour le pouvoir à Kaboul. On va en parler dans un instant avec nos invités. À tout de suite.